en vue, ouais. Oh là là, oh là là. En vue, ouais. Oh là là. Ce qui était n'est plus. Oh là là. T'as vu, ouais. Oh là là, yeah. Bonsoir à tous, bienvenue dans le premier épisode dans Live, l'émission qui aura lieu tous les dimanches à 18h. Pas tous les dimanches, excusez-moi, un dimanche sur deux à 18h sur Twitch. Je suis Yol, le présentateur. À la technique, il y aura Pierre. Salut Pierre, est-ce que tu peux dire un petit bonjour ? Je dis un tout petit bonjour avec ma voix la plus rauque et la plus suave et je vous laisse tranquille après. Merci Pierre. Pour ce premier épisode, on a invité Hugues, qui est le responsable, créateur, directeur de La Ruche. Salut Hugues. Salut Yol, ça va ? Ça va, ouais, super. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire ce que c'est La Ruche et qui tu es ? Ouais, bah moi je travaille pour cette association depuis plus d'une dizaine d'années et je fais aussi partie des gens qui l'ont créée. À l'époque, on n'avait pas encore de salariés. La Ruche, c'est une association qui est née il y a un peu plus de 15 ans maintenant, qui est basée sur Cergy et qui développe des actions culturelles sur le département du Val d'Oise. Voilà, qui organise des ateliers artistiques en direction des jeunes principalement, sur des structures diverses et variées qui dépendent de l'éducation nationale ou alors maison de quartier. On travaille en milieu carcéral également, sur des ateliers artistiques. Et puis on a aussi un volet diffusion où on organise pas mal d'événements. On essaye de mettre en lumière la culture en général et les artistes en particulier. Ok, ça marche. On va regarder un média que tu as choisi pour un petit peu introduire l'association. Ça te va ? Ouais. Ça marche. Et ben on passe à la rubrique En vrai. Chez nous on parle 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 en vrai. Cup of coffee. 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 Et bah super la vidéo. Est-ce que tu peux réagir dessus, nous expliquer ce que c'est ? Ouais, bah en fait, c'est en préparant l'émission, du coup, tu m'avais demandé de choisir un média et j'ai opté pour celui-là. Déjà parce que le réalisateur est excellent. Voilà, c'est pas parce qu'il est également présent dans cette émission, mais c'était à souligner. Et parce que c'était tout simplement un petit report des 15 ans de l'assaut, qui s'est déroulé en 2019. Voilà, donc c'est un peu à l'image de ce qu'est l'assaut et d'un moment hyper festif, fédérateur, dans un lieu un peu symbolique, parce que Cergy, évidemment, on est de là, et donc au pied des 12 colonnes, avec ce magnifique point de vue
Donc voilà, donc ça me semblait intéressant et en tout cas symbolique par rapport aux 15 ans de l'asso. Ouais. Et du coup, comme tu dis, les 15 ans de l'association, se dire que l'association elle a été créée il y a 15 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter à quel moment cette idée elle naît dans ta tête ou dans votre tête si vous êtes plusieurs? Comment ça vient cette idée? Comment vous avez l'idée de dire bah voilà, on va créer un truc avec plein d'objectifs. Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, la genèse un peu de l'histoire, ouais, l'histoire de tout ça, bah, c'était avant tout une histoire de Cergy, comme je disais tout à l'heure. On est très attaché à ce territoire parce que moi, j'y habite depuis 30 ans maintenant et du coup, ça a toujours été un territoire qui a été hyper riche de par toutes ses composantes et enfin, les habitants en général et culturellement et artistiquement aussi. Et du coup, voilà, moi j'ai aussi navigué dans le milieu associatif à Cergy avant de créer La Ruche. Donc du coup, forcément, ça a été source d'inspiration et de motivation en se disant qu'il y avait encore des choses à faire en créant une nouvelle association qui aurait pour vocation justement de mettre en lumière un petit peu les artistes locaux. Et voilà, même s'il y avait déjà pas mal d'initiatives à ce niveau-là, mais il y avait aussi des choses sur lesquelles on voulait un peu mettre l'accent. Et du coup, bah voilà, est née cette idée qui est partie avant tout d'une bande d'amis voilà, qui s'est fédérée autour de ce projet en souhaitant organiser dans un premier temps un événement plutôt musical et sur des styles musicaux qui n'étaient pas hyper représentés en tout cas dans le coin. Ouais. Et du coup on s'est dit voilà qu'il y aurait certainement de la suite, donc l'obligation de se créer en association entre guillemets. Puis moi j'avais déjà d'autres expériences associatives avant. Donc voilà, donc on était 4-5 à l'origine. Et on s'est dit, bah go, on y va. Donc ça c'était en fin 2003. On a créé le premier événement en mars 2004 sur un truc un peu, enfin plutôt reggae en l'occurrence à cette époque-là. D'accord, ok. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un jour un jour spécial où vous vous dites on va créer une association? Est-ce que dès le début, il y a cet objectif de faire une association ou est-ce qu'à la base, vous vous dites ah bah on a envie d'amener des choses nouvelles dans le territoire avec la musique rap, etc. Est-ce que c'est direct cette idée d'association ou pas? Bah en fait c'est avant tout l'énergie qui se dégage. C'est la logique de projet avant tout quoi. Ouais. Donc c'est de monter des projets et après, comme je te disais, vu que moi j'avais déjà un peu d'expérience dans le monde associatif, je savais que cette structuration associative, elle était importante et elle était nécessaire pour faire durer les projets. Donc, mais c'est avant tout la logique de projet de mettre en place des événements et de réunir des gens et de mettre en lumière des artistes. Comme je le disais, c'était la motivation première, elle était là. Et avec, encore une fois, la petite histoire que je raconte assez souvent, mais du coup, les compétences qu'on avait, les 4-5 personnes qu'on était, on était issus de milieux professionnels différents et on avait tous des compétences dans le montage de projets, dans le graphisme, dans la technique du spectacle vivant, dans l'artistique. Et donc du coup, tout ça faisait qu'on avait un petit peu les outils pour mettre en place les premiers projets. Ok. Et est-ce que ça a été facile ce début? Est-ce que c'était simple? Les choses se sont faites naturellement ou il y a eu quelques galères Non, ça s'est fait avec énormément de passion, d'envie et de bricolage et de système D. Donc c'est ça qui était justement mortel. C'est que du coup, avec rien, on peut quand même faire énormément de choses. Ouais. Après, voilà, au fur et à mesure, l'aventure change. Mais en tout cas, sur les débuts, voilà, c'était vraiment, on est parti vraiment de rien, quoi. Enfin, en tout cas, avec pas de moyens et uniquement voilà, une envie de faire, un carnet d'adresses, le fait d'aller démarcher des gens, parce que c'était aussi la logique d'organiser des premiers événements quand tu n'as pas de lieu, ce qui est logique. Donc voilà, on s'est tourné d'abord vers des privés, vers des bars qui semblaient plus ouverts en tout cas, et puis rapidement on s'est tourné vers des salles de spectacle municipales parce qu'en capacité d'accueillir plus de monde, voilà, donc tu passes à un autre mode d'organisation, ça nécessite plus de moyens humains notamment, et voilà, ça c'est un peu l'histoire de La Ruche aussi, où ce petit noyau a vite grossi et s'est enrichi de plein de bénévoles, quoi. D'accord. Et comment tu fais pour y croire dès le début? Ça veut dire que tu lâches pas le projet. Qu'est-ce qui te pousse à continuer ce projet? Parce que tu as peut-être rencontré des gens qui croyaient pas au projet, tu as peut-être reçu des critiques que tu trouvais peut-être pas constructives ou pas utiles. Qu'est-ce qui fait que ton projet
tu continues malgré tout? Alors déjà, c'est pas mon projet, mais Votre projet, du coup? mais ouais, encore une fois, ouais, c'est allé très très vite quand même, hein. Je te dis, je pense que là, ce qui a fait un peu la réussite, en tout cas, de cette aventure, et le fait que ça matche et que ça soit fédérateur, qu'il y ait beaucoup de gens qui rejoignent aussi l'aventure en disant, bah vas-y, moi, voilà, j'ai vu ce que vous faisiez, ça m'intéresse, c'est des choses dans lesquelles j'ai envie de m'impliquer aussi. Du coup, forcément, la structure grossit, en tout cas par les gens qui la font vivre. Et ça, c'est des choses qui se font naturellement parce qu'on a eu un bon accueil de partout, en fait. Donc, ce qui a fait que les choses ont été assez vite, je pense que c'était cette fameuse complémentarité de compétences qu'on avait. Et du coup, il y a certainement des écueils qu'on a évités parce qu'on était déjà passé par d'autres aventures avant ou en tout cas on savait qu'il y avait des pièges à éviter entre guillemets. Donc ça nous a permis d'aller assez vite. D'accord. Quand tu parles de piège, c'est quoi, par exemple? Bah, c'est s'adresser aux bonnes personnes quand tu es en lien avec quand tu discutes avec des services municipaux justement voilà, on était déjà connectés de par nos métiers à ces services-là. C'est ne pas faire des erreurs en communication ou être un peu original et innovant, bah, parce que tu as des gens qui bossent aussi en communication, donc ils le savent de par leur métier. C'est bénéficier de matériel et de savoir-faire technique pour transformer un bar qui n'est pas du tout une salle de concert avec des conditions techniques qu'il faut donc ramener. Donc là-dessus, c'est aussi bénéficier d'un réseau où on va pouvoir se faire prêter du matériel dans un premier temps avant d'être en capacité financière de louer du matériel et autres. C'est un peu le système D dont je te parlais tout à l'heure. Donc tous ces plans-là, bah voilà, c'est hyper précieux quand tu es au début d'un projet où tu n'as Ouais. pas de moyens et en même temps, c'est ce qui fait le charme du truc, quoi. Donc c'est aussi voilà, communiquer différemment avec une patte particulière esthétiquement en tout cas, que ça soit sur de l'affiche ou autre, puisque du coup les réseaux sociaux étaient beaucoup moins existants il y a 15 ans. Et voilà, donc c'est à la fois dans la façon dont tu communiques visuellement, mais aussi dans la façon de communiquer, sur le fait voilà, de ne pas hésiter à aller sur les ponts ou autres, tendre des bâches avec voilà, tout ça c'est du fait maison, c'est d'aller coller à des endroits où à l'époque on ne collait pas, enfin, essayer d'innover quoi un peu, voilà, et de se rendre visible et donc d'attirer du monde et de voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Ok, super. Pour nos spectateurs, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Je m'occuperai de la transmettre à notre invité. Du coup, là, on a parlé un petit peu de comment le projet s'est construit. Donc, avec ta bande d'amis, c'était des amis, du coup, c'est ça? Ouais. Comment il s'est construit. Et donc, l'association, elle s'appelle l'association La Ruche. À quel moment on décide de ce nom? Et à quel moment vous vous dites que c'est le nom qui va correspondre à ce que vous allez faire? Bah forcément, quand on s'est décidé à créer cette structure associative, bah on s'est concerté et donc il a fallu rédiger des statuts, déposer ça en préfecture, donc réfléchir à un nom, enfin voilà tout. En fait, la paperasse administrative t'amène aussi à avoir des interrogations que tu n'aurais pas forcément naturellement. Et voilà, et donc ça se fait autour d'une table et d'un apéro, comme il y en a eu de nombreux. Pour brainstormer autour de voilà, quel est le nom qui va le mieux représenter ce qu'on a envie de faire, quoi. Donc voilà, donc c'est tombé sur La Ruche et voilà, c'était un petit peu l'idée de l'ouvrière qui est au service d'eux, quoi, tu vois. C'était plutôt plutôt qu'une reine ou voilà. C'était plutôt cette idée de fourmillement et de travail collectif qui est un peu qui travaille un peu dans l'ombre justement, mais qui est au service d'eux, quoi. Pour nous, c'était vraiment ça, parce qu'encore une fois, il y a dans notre, enfin aujourd'hui dans l'asso, et c'était aussi le cas un peu dès le départ, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu beaucoup de compétences et qu'elle est toujours composée aujourd'hui de personnes qui sont investies bénévolement dans La Ruche et qui ont développé ou qui avaient déjà antérieurement des capacités notamment artistiques, quoi. Voilà, mais en tout cas, c'est pas ce qui nourrit la motivation première. La motivation première, elle est vraiment de se mettre au service d'eux. Donc, c'est offrir un espace d'expression à la création artistique
quelle qu'elle soit, même si on a des directions plus ou moins affirmées, parce qu'il y a des domaines qu'on maîtrise mieux, qu'on connaît mieux, des réseaux qu'on a développés depuis 15 ans aussi. Donc il y a des domaines artistiques sur lesquels on sera moins impliqué, mais cette logique, elle est toujours voilà, d'être au service d'eux et de mettre en lumière, de mettre en réseau aussi, de créer la rencontre avec le public, mais aussi entre artistes. On est un peu dans cette logique-là depuis toujours. D'accord. Ok. Donc ouais, on parle d'une association, donc il y a des bénévoles. À la base, il y avait aucun salarié. Maintenant, toi, tu es salarié de l'association. Ouais. Mais comment on arrive à ça, à avoir des salariés dans une association? Comment ça s'est fait, à la base, d'être tous bénévoles et puis qu'au final, il y a des salariés, que ce soit vraiment une association qui a pris de l'ampleur, qui est importante maintenant sur le territoire du 95, plus particulièrement à Cergy. Comment on en arrive là? À un moment, il faut faire des choix, en fait. C'est-à-dire que tu as une logique de développement, quoi, qui, comme je te le disais, en plus, dès le début, c'est allé assez rapidement. Du coup, c'est vrai nous-mêmes, on était assez étonnés du bon accueil, entre guillemets, des soirées, des concerts, des projets qu'on menait. Il y a eu aussi assez rapidement, dans l'histoire de l'asso, très rapidement est arrivé en second temps, mais assez rapidement, le fait de vouloir transmettre des savoir-faire, des compétences, des savoir-être, des savoir-faire, voilà, toujours à travers le médium artistique, mais du coup, c'est arrivé assez rapidement, et ça aussi, ça a été, je pense, impactant dans la façon dont la ruche a été perçue sur le territoire par les habitants en général, quoi. Il y a eu tout ce volet pédagogique avec la transmission à travers les ateliers artistiques, justement, qui s'est fait. Ça aussi, je pense que c'est une résultante aussi de nos métiers parmi les membres fondateurs. Moi, j'ai toujours été dans l'animation socioculturelle. Du coup, ce volet transmission, il est hyper important. Et après, le fait à travers la pratique artistique, on peut faire passer plein d'idées, on peut faire échanger plein de réflexions. Et pour nous, ça a toujours été le support. Donc, les premiers projets, là, j'ai beaucoup parlé de musique au début, quand on faisait des concerts ou des soirées dans des bars, puis dans des salles, mais on a aussi monté un ciné-club à l'époque, qui était un support de débat. On a fait plein de choses Excuse-moi de te couper. Est-ce que tu te rappelles du premier événement que vous faites en tant que l'association La Ruche, ou en tout cas là où vous intervenez, où vous créez? Est-ce que tu t'en rappelles? Oh ouais, je m'en rappelle très bien. C'est le fait d'avoir démarché un bar justement sur Cergy, et en fait de créer une première soirée dédiée au reggae, donc un sound system qu'on avait organisé. Je te dis, on a créé l'asso en décembre 2003 et en mars 2004, on fait ce premier événement. Donc en gros, on va démarcher un bar, on lui propose d'organiser une soirée, on fait en sorte qu'il y ait une participation financière par rapport à ça, puisque lui c'est avant tout un commerçant, mais du coup super bon accueil avec les tauliers de l'époque. Donc on organise toute la communication, la programmation. On était aussi connecté avec des crews un peu reggae, et notamment par l'intermédiaire de la radio RGB, où on a aussi monté une émission radio par la suite, des Racines et des Dreads, qui a navigué pendant quelques années sur les ondes locales. Donc du coup, c'est d'aller voir les gars qu'on connaissait en leur disant on aimerait bien organiser ce premier événement avec vous. On a monté la petite programmation comme ça. Eux étaient hyper chauds sans rien demander. Puis cette première soirée a été un vrai succès. On a été nous-mêmes complètement... c'était ouf, quoi. C'était vraiment blindé. Donc voilà, tout ça en accès gratuit aussi. Nous, c'était un peu le deal qu'on a eu avec le bar. Mais c'était de se dire que qu'il allait vraiment pouvoir se rattraper sur les consommations, mais qu'à aucun moment on voulait une entrée payante. Donc il y a aussi toujours eu cette idée de pouvoir ouvrir le truc au maximum de personnes. Donc voilà, donc c'était le premier événement, et c'est vrai que ça nous a bien botté. Donc forcément, le bar était hyper content, même si à un moment on s'est vraiment retrouvé un peu débordé. Et forcément, les portes étaient ouvertes après pour organiser d'autres soirées. Donc après, on a travaillé sur d'autres thématiques autour du funk, de la soul, du hip-hop, du slam qui est arrivé après, parce que c'est ce lieu, pour le nommer, c'est le Sullivan qui est à Cergy, préfecture. Voilà, donc c'est un bar dans lequel on a fait nos armes, et qui a vraiment été open au début, avant qu'on aille sur d'autres salles, tout en continuant à travailler avec eux ponctuellement, quoi. Et du coup, le fait que pour votre premier événement, ce soit, comme tu as dit, presque incontrôlable, ça vous a motivé de voir autant de gens
Bah forcément, ouais, tu ressors de là, t'as une banane Ouais. jusqu'aux oreilles et ouais. Et puis c'est surtout que tu te dis, on s'est pas trompé, c'est-à-dire que finalement, des amateurs de reggae, il y en avait plein et il n'y avait pas forcément beaucoup d'offres. Donc voilà, même si on a quand même la chance d'avoir des salles de spectacle dans le coin, en tout cas sur le volet musique, avec des concerts, voilà, des programmations reggae qui ont lieu de temps en temps. Mais il y avait cette culture du sound system aussi, culture DJing, Ouais. qu'on avait envie de mettre à l'honneur. Et du coup, voilà, d'avoir ça dans un accès libre et non pas payant, et puis dans un endroit convivial type bar, quoi. Voilà. Si on avait pu le faire sous une paillote en plein air, en bord de plage, on l'aurait fait, mais on était à Cergy et on avait, voilà, hormis le sable de la base de loisirs, on n'avait pas forcément de. Voilà. Ça marche. Et du coup, après ces trucs-là, donc dans ce bar, vous partez sur quel genre d'événement? Est-ce que la ruche, après, c'est que des événements ou est-ce que un moment, tu as parlé d'objets, enfin, tu as parlé de la pédagogie, etc. Tu as parlé de la prison aussi, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces choses-là? Oui, bah il y a toujours eu une vocation sociale, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, la culture, c'est fait pour être partagée et c'est fait pour faire évoluer ta pensée et pour échanger. Enfin, moi, je pense que c'est hyper important et d'autant plus en ce moment, là, on le voit bien parce qu'on est privé de culture depuis 1 an maintenant et ça commence à être dur. Donc, on a, nous, toujours positionné nos projets dans ce sens-là. Donc c'est très rapidement passé au fait de pouvoir transmettre des pratiques ou alors de pas forcément être justement d'être un outil en fait auprès des plus jeunes notamment. Encore une fois, voilà, on a beaucoup de gens dans l'association qui sont issus du travail social et on sait l'importance que ça a de pouvoir bien choisir ces outils pour faire parler des enfants, pour les faire échanger, pour échanger avec nous-mêmes. Donc, et ça, en fait, c'est valable quel que soit l'âge, entre guillemets. D'où l'importance et l'envie, en tout cas, de très rapidement de mettre en place ces ateliers, quoi, qui s'appuient, encore une fois, sur des compétences artistiques. Et en fait, là aussi, on s'est rendu compte que du côté des artistes avec lesquels on était amené à collaborer dans le cadre de programmation qu'on pouvait leur proposer, et ben en fait, ils avaient une capacité à pouvoir être support de discussion à travers leur pratique artistique. Et donc, du coup, ils n'en étaient pas forcément conscients et on a essayé de les introduire dans des projets où ils allaient au-delà d'une simple représentation, tu vois, même si je dénigre pas du tout ce côté-là. Mais du coup, d'où des projets rapidement aussi un peu collectifs où on a travaillé avec d'autres collectifs associatifs ou des choses un peu plus éphémères dans un contexte politique particulier où tous les acteurs de la culture et de l'éducation ont pu se retrouver à des moments. Donc voilà, donc c'est réfléchir à des concepts un peu innovés. Innover, expérimenter, c'est aussi un peu toute l'aventure de la ruche depuis le début, quoi. Cette expérimentation et se laisser le champ libre, quoi. Pas voilà, limiter Ouais. les frontières au maximum, quoi. Ok. Et le maître mot de l'association La Ruche, est-ce qu'on peut dire que c'est la culture pour tous? C'est apporter différentes choses, donc ça peut passer par la musique, etc., différentes sortes de musique, et l'apporter à tout le monde, c'était un petit peu l'objectif principal. Ouais, c'était vraiment valoriser. Enfin, tu vois, là, je te ressors même ce qui est écrit dans les statuts de l'association, tu vois, mais c'est valoriser la création artistique locale, parce que ça, c'était vraiment les débuts, et en fait, ça nous a un peu dépassé. Et quelque part, on s'est dit que la culture était un véritable outil, comme je viens de te le dire, tu vois. Et d'où le fait que voilà qu'on ait pu expérimenter des formats de diffusion artistique hyper variés. Enfin, le fait après de se lancer dans des histoires de construire des camions itinérants en essayant d'amener voilà une sorte de fête au pied des habitants dans chacun des quartiers. Le fait d'essayer de se renouveler coûte que coûte pour une fête de la musique en période Covid, comme on l'a fait en juin 2020, à travers une parade à vélo et autres. Enfin voilà, tu vois, on peut paraître un peu pour des chépères, mais justement, c'est ce qui fait notre force, à mon avis, c'est la capacité à ne rien lâcher et à se renouveler, quoi qu'il en soit. Et aussi d'avoir des propositions qui font que
On est hors cadre institutionnel, entre guillemets. Enfin, on travaille beaucoup avec l'institution, mais c'est aussi de se dire, on va travailler avec là où les gens ne nous attendent pas, en fait, et positionner la culture là où, justement, on est un peu à l'inverse des lieux de savoir et de culture. Ça doit être partagé par tous, comme tu le disais, et pour tous. Et donc, du coup, pour ça, il faut faire vivre ces moments-là dans l'espace public, à tous les endroits où on ne l'attend pas. Tu parlais un peu du milieu carcéral tout à l'heure. Ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille aussi dans ce milieu-là, et on se rend compte à quel point c'est important des retours que peuvent nous faire les détenus qu'on a croisés sur les projets, sur des ateliers, encore une fois, divers et variés, beaucoup autour de l'expression en tout cas, parce que finalement, c'est un peu à ça que se résume le projet de La Ruche, c'est de favoriser l'expression au maximum et de faire en sorte que les gens parlent. Et ça, c'est hyper important, encore une fois, tu vois, pour illustrer un peu mes propos, mais ce qu'on a pu faire avec une personne présente dans ces studios également, suite au premier déconfinement, au mois de juin, tout de suite voir comment on pouvait réadapter les projets et faire en sorte qu'au bout de 3 mois de confinement, les gens puissent s'exprimer là-dessus et donner des perspectives. Donc pas être que dans une thérapie, entre guillemets, à travers l'art, mais donc le fait de d'écrire des mots, le fait de prendre des photos, le fait de faire un dessin, tout ça, c'est une sorte de catharsis qui permet de sortir un peu ce qu'on a dans les tripes. Mais c'est aussi se projeter, et se projeter individuellement, ensemble. C'est une vision de la société. Donc c'est beaucoup plus fort que ce qu'on peut croire. Et c'est hyper important de le faire avec des gens qui ne se considèrent pas forcément considérés ou qui sont un peu réellement sur le côté. Donc ça, c'est aussi un engagement qu'on a de travailler avec tout le monde, quoi. Ok. Je crois que Pierre voulait prendre la parole. Non, pas forcément, mais j'en profite, tiens, ça me fait plaisir que tu me donnes la parole parce que on a du monde qui est parmi nous. Alors je sais que la plupart n'ont pas forcément peut-être l'application, donc vous pouvez peut-être pas communiquer directement avec nous, mais en tout cas pour ceux qui sont présents, on vous voit, on vous lit. Donc voilà, je vous dis à chaud un petit peu ce qui est dit. Il y a Mehdi, donc Airbambi, qui nous dit bonne chance pour la première, donc merci. Amir qui nous salue aussi, donc on te voit. Et il y a Queasy que tu dois connaître puisque la personne dit que t'es le plus beau. Et il y a Synthèse d'ailleurs qui dit quelque chose qui pourrait être peut-être un point d'accroche par rapport à ce dont vous parlez depuis tout à l'heure. Il dit Word Up, donc Word Up, l'expression Word Up, mais Word Up c'est aussi je crois un festival, si tu veux en toucher 2 mots. C'est à toi, Hugues. Si tu veux, hein, si tu veux. T'es pas obligé. T'es pas obligé. Tu fais référence au slam, pour le coup, avec le World Up québécois. Ouais, aussi. C'était pas à ça que tu faisais référence. Moi, je pense que tu faisais référence World of Words. Au World of World. Ah Je ben ouais, crois. mais c'est bien, on peut faire les deux. Parce Mais que, oui, du coup, on peut en parler, c'est très bien. il y a Parce une- que je pense que tu as beaucoup d'anecdotes par rapport à Ouais, ces de toute façon, événements. des anecdotes, la vie est faite d'anecdotes, donc c'est ça qui est bien. Et faut pas toujours qu'elles soient partagées, mais Faites-moi confiance, restez. Il y a une anecdote très intéressante. non, bah ouais, mais que ça soit sur des initiatives, si la référence était le festival World of Words, c'était ce fameux monde de mots dont je salue l'unique au passage d'ailleurs qui a trouvé ce titre. Sur un festival qui mettait en lumière un petit peu la culture hip-hop. Que hip-hop pour celui-là. Ouais, pour celui-là, c'était vraiment culture hip-hop au sens large, avec une grosse tendance quand même axée sur le rap, quoi. Très clairement, quoi. Ok. Enfin, sur le volet, Donc quand tu dis culture hip-hop, ça veut dire on a toujours accroché les 5, ce qui pour moi compose la culture hip-hop, à savoir les 5 disciplines, quoi. Ouais. Beatbox, rap, chant, MCing et DJ. Et ça, du coup, c'est donner de la place sur les événements qu'on a pu organiser dans le cadre de festival. C'est un festival qui a perduré pendant 10 ans, de 2008 à 2018, et en fait qui était un festival itinérant sur le Val d'Oise, dans le sens où il y avait 1 à 2 semaines de concerts et d'actions culturelles qui se déroulaient dans différents endroits, que ça soit sur Villiers-le-Bel, Argenteuil, Cergy, Vauréal. donc dans le 95. Ouais. Ok. Essentiellement, uniquement même dans le 95. On a eu quelques dates avec le Canal 93 à Bobigny, mais c'était assez rare. Et ça c'est une initiative qui a été qui a été crescendo aussi,
puisque du coup, à la base, c'était simplement avoir un temps fort axé sur la culture hip-hop sur le département. Et puis bah, on s'est rendu compte que, enfin, il y avait un espèce d'étendard aussi sur le fait d'affirmer des programmations hip-hop dans les salles de concert qui n'étaient pas hyper répandues à l'époque. Donc encore une fois, voilà, les choses existaient, mais ça restait très timide pour un mouvement culturel et une esthétique musicale rap, en tout cas, qui est même plus à démontrer aujourd'hui. Et voilà, c'est une culture qui a plus de 40 ans aujourd'hui et qui a fait ses preuves et qui est, voilà, qui a muté dans l'époque parce que évidemment elle s'est enrichie de plein de choses, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui est complètement rentré dans les mœurs, mais il y avait encore des décalages à l'époque sur des programmations, le public que ça pouvait drainer, les potentiels problèmes. Enfin, c'était surtout des problèmes de représentation, quoi, qu'on avait envie de casser un petit peu. Et en 10 ans de festival, on a programmé, je crois qu'on avait fait le décompte, on était à une centaine d'artistes programmés. On s'est rendu compte malheureusement quand même qu'il y avait une grande minorité de femmes d'ailleurs dans ces programmations. Quand on avait fait le décompte à l'occasion des 10 ans du festival, on s'était fait cette remarque-là. Mais voilà, et donc une centaine d'artistes accueillis sur tout le département. Et voilà, depuis les choses ont quand même largement évolué, mais il a fallu batailler clairement à un moment. Et je pense qu'on a participé à ce que les choses évoluent, en tout cas dans notre département, quoi. Avant que je te relance, il y a eu un petit commentaire de Zébulon, je sais pas si je le prononce bien, désolé si c'est pas le cas, qui te dit ça vous dit pas de squatter le fin fond du Vexin? Est-ce que ça vous dit? Eh ben, écoute, on a toujours été ancré vraiment sur le local. Donc après, on n'est jamais fermé à quoi que ce soit, hein. Tout est cette histoire de rencontres et d'opportunités. Donc j'ai envie de te dire, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. C'est pas, on s'interdit rien en tout cas. Ça marche. Donc tu as parlé de ce festival, donc Worlds of Words. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des invités qu'il y a eu? Voilà, juste nous dire quelques noms, ce que ça t'a fait de rencontrer ces personnes-là. Ouais, bah, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a eu énormément, mais il y a un ami qui a reposté la photo récemment, du coup j'y pense, mais c'était Kenny Arcana qui avait été programmé à l'EMB à Sannois à l'époque, voilà, qui faisait partie des très beaux moments, mais en fait il y en a eu plein des beaux moments, quoi. Il y a eu tous ces beaux moments avec des actions plutôt en collège, avec l'apprentissage du rap, enfin l'apprentissage de l'anglais via le rap, tu vois, qui faisait Ouais. partie intégrante aussi du festival, parce qu'il n'y avait pas que des concerts non plus. Il y a eu, je sais pas, le collectif de la Team Paname dont on parlait tout à l'heure hors antenne, mais tu vois, avec un concert en gare à Cergy-Préfecture, où tu attrapes les gens avec un collectif de beatbox, tu as monté une petite scène au sein même de la gare RER, les gens vont au boulot ou reviennent du boulot, donc déjà chaud, quoi, tu vois, 8h30 du mat. Oui. Parce que vous étiez là-bas très tôt. Parce qu'on était jusqu'à- là-bas, ouais. Mais c'était hyper marrant et encore une fois, on a eu que des retours hyper positifs. Après, c'est Stretch avec qui on a monté les premiers projets hip-hop à Stretch travers les qui est Battle DJ. Stretch qui est un ami, mais qui est un très très bon DJ, qui est issu de Cergy également, Ok. DJ Stretch, que je big up au passage, et avec qui on avait monté les premiers Battle DJ également sur Cergy avant même World of Worlds, donc sur lequel on avait déjà une espèce de logique de défense de cette culture hip-hop et d'être un peu actif aussi sur ces aspects-là. Et donc Stretch, à qui on avait filé une carte blanche aussi dans le cadre du festival après, par la suite, voilà, avec une soirée mémorable, avec Rossé, avec Ali, Ali 45 scientifique, ex-lunatique, qui était descendu dans la fosse et voilà, qui avait ambiancé tout le monde. Je sais pas, du Roca à Villiers-le-Bel, qui était hyper accessible aussi. Voilà, la toute première scène de Vald aussi, voilà, dans un. Ben ça, par contre, on veut que tu nous le racontes vraiment bien. Non, bah écoute, il y avait. Bah, c'est juste que du coup, on travaillait avec Aux Armes, qui était du coup. Et avec Toussoul, du coup, qui étaient mes collègues de l'époque sur la programmation du festival. Et c'est vrai qu'on avait aussi booké des artistes avant que ça soit vraiment l'heure de gloire pour eux, en tout cas. Enfin, la notoriété n'était pas forcément au rendez-vous, mais en tout cas, on sentait qu'il y avait
tous ces potentiels. Donc un peu dénicheur de talent, mine de rien. C'était une vraie compétence de Oz notamment. Tu te souviens à peu près de l'année, histoire qu'on se situe un petit peu Vald, ça devait être je pense que c'était en 2014 peut-être. 2014, et à ce moment-là, il n'est pas connu. Rien. Bah écoute, non, en fait ça commence tout juste. Vraiment, ça commence tout juste. Et en tout cas, on avait été sollicité par la MJC de Persan à l'époque qui avait vu le festival les quelques éditions précédentes et qui voilà, et moi donc j'avais un ami qui bossait là-bas et qui me disait ouais bah, ce serait cool qu'on puisse accueillir dans la MJC, on a une salle de spectacle et donc du coup on aimerait bien accueillir une date du festival vu que c'est un festival itinérant, venez chez nous pour une date. Et voilà, Persan, pour le coup, c'est un peu à l'est. Nous, on maîtrisait pas trop. Donc, c'est pareil. C'est construire un concert, c'est aussi s'assurer que les gens viennent. Tu vois, c'est toujours plus sympa d'avoir une salle remplie qu'une salle vide. Et du coup, c'est aussi maîtriser un peu le territoire pour savoir si potentiellement il y a des gens intéressés localement sur ce que tu vas proposer. C'est communiquer d'une certaine façon. C'est passer par des relais pour mieux communiquer avec les gens. Tout ça, on maîtrisait pas dans ce coin-là. On s'est dit, vas-y, on y va quand même, on programme Vald, et puis voilà, donc qui arrive l'après-midi avec son petit staff, fait ses balances. Enfin, il est arrivé super à la bourre déjà, mais bon, ça c'est logique, j'ai envie de te dire. On connaît les artistes. Il avait déjà une attitude de star, donc. Il avait déjà, ouais. Et voilà, donc il fait ses balances, voilà, il reste en loge tranquillement, on lui ramène tout ce qu'il faut, et puis au final, on se retrouve avec une soirée avec 8 personnes, quoi. C'était un fiasco total. Voilà. Donc c'était très très dur. C'était un moment qui était à la fois C'était la première fois que ça vous arrivait, un truc comme ça? franchement un bide aussi balèze. Ouais, je pense que c'était celle-là, elle restera dans les mémoires, quoi. Ouais. Bah, puis surtout quand tu vois ce qui est devenu le bonhomme après, quoi. C'est Ouais. ça qui est un peu qui est assez rigolo. Donc, mais là, c'est vrai que c'était vraiment, on s'était lancé dans cette aventure et on s'est dit merde. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Et ça se passe comment? Il a fait son show? Et il a fait le job jusqu'au bout. Voilà, on était 8, dont 3 enfants de 13 ans, je pense, qu'on avait soudoyés pour rester dans la salle, qui n'avaient même pas payé leur place. Voilà, c'était dur. Il y a des gens qui avaient payé leur place à cette soirée ou... Bah, il devait y en avoir 3 du coup. Non, mais c'était, je pense que pour lui, à mon avis, il s'en souvient lui Il aussi. doit s'en souvenir, on Ouais, lui demandera. je pense, Peut-être. on lui demandera. Mais non, après, c'était, voilà, ça fait partie des moments un peu rigolo de tout ça. Puis après, voilà, des anecdotes sur ce festival, il y en a plein. Voilà, Shuriken notamment sur Tu peux nous sur raconter? Argenteuil. Bah pareil, quoi, un accueil une équipe hyper humble, hyper posée. Moi, Non. voilà, c'était aussi clairement quelqu'un qui était hyper important pour moi, à titre personnel, voilà, de par son parcours et autres. Et du coup, le fait de l'avoir à proximité et du coup de pouvoir entamer une discussion un peu personnelle avec lui, je trouvais ça hyper rare comme moment et hyper précieux. Du Parce coup, que lui, pour le coup, il était déjà connu à cette époque. ah oui, c'était complètement. déjà, Ouais. ok. Mais justement, il avait déjà, pour moi, atteint un niveau qui est le niveau des mecs d'IAM, tout simplement. Donc, grand respect, je te parle de ça, c'était en 2000, je sais pas, peut-être 2016, un truc comme ça, je pense. Donc, c'était pas si longtemps que ça. Et voilà, et donc un mec hyper accessible, hyper bienveillant, en toute simplicité, donc c'est toujours plaisant, quoi. Ouais. C'est vrai que tu peux aussi tomber sur des artistes qui sont pas dans cette veine-là, quoi. C'est Mais sûr. voilà, au même titre que Arsenic, qu'on a fait venir à Cergy, voilà. Et les gars ont pris le temps après de parler avec leur public à la fin du concert. Ça a fini en freestyle sur le parking. en arrière-scène. Non, mais ouais, vraiment, avec des connexions qu'ils avaient dans le quartier aussi, qui dataient d'il y a plus longtemps. Et voilà. Mais voilà, c'est toujours hyper plaisant de partager ces moments et ces moments de off aussi, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais bon, voilà, après, on va pas faire la liste de tous les artistes qu'on a accueillis, mais on en a accueilli un paquet. Et voilà, dans tous les formats, et que ça soit sur la possibilité, pour nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on concevait aussi les programmations, de systématiser des artistes émergents, locaux, le plus possible, avec des têtes d'affiche, quoi. Donc un peu la logique de la première partie, mais voilà. Et qu'elle soit aussi dans une configuration festival où tu as beau être dans une salle, tu vas essayer de mettre
touche personnelle de la ruche pour que ça soit un peu aussi identifié. Donc tu cales des DJ au balcon, tu fais un bar qui est thématisé, tu as des propositions, c'est tout con, mais ne serait-ce que ce que tu proposes à manger, bah, du coup tu le personnalises aussi, et du coup voilà, ça fait aussi partie de mettre les gens dans un bain, dans un environnement voilà, qui est à l'image de l'événement que tu as envie de créer, quoi. Et toi, personnellement, parce que là, on parle de l'association, mais toi, personnellement, en tant que Hugues, tu vis les choses comment? Comment tu vois l'évolution de l'association que tu as créée avec tes amis? Quand tu prends du recul, tu vois les choses comment? Et comment tu arrives aussi à gérer ta vie privée? Parce que c'est le milieu associatif qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Comment tu vois tout ça et comment tu arrives à bien gérer ta vie malgré tout? Bah, je le vois d'un bon œil, en tout cas. J'ai l'impression que c'est cool et que ça fait déjà 15 ans. Donc le temps passe vite. Et voilà, moi je suis hyper enthousiaste quand je vois tous les projets qu'on a menés et qu'on continue à mener. Quand je vois encore une fois la capacité aussi à se renouveler, parce que c'est ça aussi qui est peut-être pas évident dans la longévité, entre guillemets, quoi. Et voilà, je vois aussi une asso qui s'est enrichie à tous les niveaux, quoi. Elle s'est enrichie et elle est dans ce principe d'avoir une base bénévole qui est hyper importante parce que c'est la cheville ouvrière des projets, en tout cas d'une partie des projets. Et donc le fait que cette famille s'agrandisse, entre guillemets, c'est toujours hyper plaisant. Le fait de voir qu'elle est hyper diversifiée aussi, même si je pense qu'on a tous des affinités, on dit souvent qu'ils se ressemblent, s'assemblent, et en même temps, j'ai l'impression qu'on cultive aussi un espèce de droit à la différence. Et j'ai l'impression que ça se passe assez naturellement dans les gens qui composent la ruche, en tout cas. Donc ça, quelque part, ça me rassure aussi, parce que je me dis on n'est pas des clones, quoi. Et c'est ce qu'on ne prétend pas être, donc ce serait dommage qu'on le soit en interne, quoi. Donc ça, c'est plutôt hyper positif. Et puis encore une fois, je vois la montée en compétences mutuelle, en fait, quoi. Ouais. Parce que du coup, t'as aussi un peu le regard d'une quinzaine d'années où on n'est pas sur un regard en arrière de 3 ans, quoi. Là, voilà, c'est une quinzaine d'années, c'est quand même une tranche de vie, mine de rien. Et du coup, bah voilà, tu vois des gens que tu as connus tout petits, tu vois des gens qui ont acquis des compétences de ouf. Et puis voilà, tout le monde s'enrichit mutuellement, quoi. Donc pour moi, c'est forcément que du bonheur. Et puis après, voilà, tu t'adaptes, tu traverses aussi des périodes hyper compliquées. Tu vois, quand on parle justement de cette longévité, quand on voit aussi comment est malmené le milieu associatif depuis quelques années maintenant, bah c'est quand même, voilà, ça fait partie aussi du contexte un peu pourri du moment, où c'est dur de faire perdurer des projets associatifs comme les nôtres parce que les moyens sont en baisse, clairement. Tu as des directives gouvernementales qui sont pas aidantes. Donc voilà, donc après, comment tu composes avec ça? Et malheureusement, on a vu beaucoup d'assauts et de structures, qu'elles soient associatives ou pas d'ailleurs, mais se casser la gueule, quoi. Donc se dire qu'on arrive à continuer à mener de front nos projets et a priori qu'il y ait du répondant en face, bah moi je suis hyper enthousiaste et il y a une petite part de fierté aussi là-dedans, quoi, je pense. Bah, je rebondis sur ce truc de fierté. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y a un événement ou un artiste ou une artiste découvert grâce à la ruche qui te rend particulièrement fier de l'assaut? Et excuse-moi juste, il y a aussi Synthèse qui a parlé de Shuriken qui a rebondi tout à l'heure et qui dit que c'était son premier concert solo en Île-de-France. Voilà, je te Ouais. laisse réagir à ces deux commentaires. Ouais, bah alors moi je suis très mauvais dans les histoires de mémoire ou autre, donc je peux citer des anecdotes, mais après c'est vrai que tu vois les rêves sur le fait que Juriken ça soit le premier concert en Ile-de-France ou autre, moi je le savais même pas, parce que du coup je suis dans ma matrice et je suis plutôt dans le projet tel que nous on le mène et pas forcément à regarder ce que font les voisins ou autres. Mais non, et après en termes, je sais pas, de découverte d'artistes. Bah non, tu vois, enfin pour moi, Vald, c'était vraiment ouais, ça illustrait bien ce côté-là, parce que pour le coup, il était vraiment au début,
Et du coup, on sentait bien qu'il y avait une belle tendance. Après, c'est aussi l'avantage d'être en lien avec des bookers qui, quand l'artiste déjà a un booker, on est déjà sur un certain niveau de développement, entre guillemets, sur des bookers qui ont un peu pignon sur rue en France, sur telle ou telle esthétique. Bon, déjà, ça donne des signes avant-coureurs. Et donc, du coup, on a aussi la chance d'être dans ce milieu musical et du coup, de tenter des paris avec les bookers qui nous disent, bah voilà, j'ai un poulain là qui Ouais. débarque et je pense que ça peut être bien de faire une date avec vous. Donc voilà, donc là ouais clairement c'était assez rigolo parce qu'on s'est revu après, on s'est revu quelques années après sur le festival Chorus, voilà, où il jouait et là il jouait Vald toujours donc devant je sais pas combien de milliers de personnes quoi. Et donc voilà, donc forcément t'as les refs avant après. C'est toujours assez rigolo quoi. Mais au même titre que voilà que des anciens que tu vas accueillir ou que des découvertes. Je me souviens de Aquanaru qui était un concert qu'on a fait, donc une américaine qui était en tournée à l'époque et qu'on avait fait jouer au Forum de Vauréal. Et ça c'était vraiment une putain de découverte quoi. C'était vraiment très alors rap très jazzy, donc un backing instrumental sur scène. Voilà, donc plein de belles choses qui ont, ouais, en tout cas qu'on a découvert et qu'on n'a pas hésité à programmer. Donc toujours une prise de risque. Et la prise de risque, elle est aussi, elle est prise par la ruche, mais aussi par la salle qui nous accueille, parce qu'on est toujours sur des principes de coproduction. Donc c'est cool aussi que les programmateurs et les salles qui nous accueillent jouent le jeu. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé de tout le temps se renouveler, innover. Tu as donné un exemple sur la fête de la musique de l'année dernière, donc avec le contexte actuel, avec le Covid, etc. Comment vous avez fait pour faire cette fête de la musique alors qu'il n'y avait plus de concerts en France? Comment vous avez fait? Alors, nous, on avait déjà travaillé un concept itinérant à travers un projet qu'on avait mené, qui faisait partie d'ailleurs des premiers projets de l'assaut, parce qu'on avait débuté en 2007, je crois. On avait baptisé ça le Funk Truck, parce qu'à l'époque, c'était considéré comme étant les 40 ans de la musique funk. Et vu qu'on était aussi très impliqué sur l'esthétique soul funk, on avait décidé de monter un char musical à l'occasion de la fête de la musique. Et en fait, ce Funk Truck a perduré dans la dizaine d'années qui a suivi. Donc on avait déjà eu l'expérience d'avoir un char musical avec des DJ présents et voilà, qui déambulaient sur la ville sur le temps fort de la musique. Là on s'est dit bah, c'est en tout cas l'outil adéquat puisqu'on n'a pas le droit de créer d'attroupement entre guillemets. Donc du coup d'être itinérant et puis au moins de célébrer la musique avec les habitants en allant jouer sous leurs fenêtres, quoi. C'était un peu ça l'esprit. Donc on a renouvelé ce principe de char musical. On a créé un parcours sur lequel on n'avait pas communiqué en amont pour justement ne pas créer d'attroupement. C'était aussi toute la logique un peu schizo, mais qui était relou, mais bon, qu'il a fallu faire comme ça. Et avec la possibilité aussi que les gens nous suivent à vélo. Donc il y avait une parade, on avait aussi customisé une Rosalie, c'est les petites voitures à pédales, qui du coup fermaient le cortège. Donc voilà. Et puis après, permettre aux habitants qui étaient à leur balcon de pouvoir kiffer un moment en nous voyant passer. Et puis de permettre aux gens de rejoindre le cortège à vélo, tout simplement. Donc c'était un moyen d'être en mobilité permanente tout en continuant à avoir un 21 juin festif et musical, quoi. Ok. Et du coup, avec ce contexte-là d'épidémie, est-ce que tu penses que pour les artistes, c'est c'est le bon moment d'innover dans leur façon de faire en tant qu'artiste, c'est-à-dire faire par exemple des concerts live, ou alors bosser à fond sur des nouveaux sons? Qu'est-ce que tu penses de ce contexte et comment tu conseillerais à un artiste de faire, vu que là il peut pas faire de concert? Alors, je sais Pas pas, vraiment, en ouais, tout cas. je sais pas si j'ai des conseils à donner aux artistes, je pense pas, mais Tu dois en avoir quelques-uns, je pense. T'as quand mais, même une grosse mais en tout expérience. cas, de toute façon, c'est le principe de s'adapter, comme le disait notre président, et voilà, mais à un moment, ça a ses limites. Donc, moi, je défendrai toujours le vivant, et je défendrai toujours la scène. Et quand je dis la scène, c'est pas, je sacralise pas une scène dans une salle, mais la scène, ça peut être un trottoir, la scène, ça peut être une gare, ça peut être un rond-point.
Voilà. La scène, elle s'invente partout. Mais voilà, je défends en tout cas l'interaction vivante entre les humains. Donc voilà, donc là, c'est évidemment très compliqué en ce moment. Donc du coup, nous-mêmes, hein, on est sur un format aujourd'hui en stream, quoi. Donc voilà. Et en même temps, ça t'ouvre une audience à la fois en nombre et parce que on aurait fait cette émission, je ne sais pas où d'ailleurs, sur un rond-point. Bah, ouais. Ou un trottoir. Ou un trottoir. Je suis pas sûr qu'on aurait eu autant d'auditeurs. Je sais pas du tout combien il y en a. Mais voilà, cette possibilité de démultiplier l'auditoire, entre guillemets, ça c'est donc de donner de la visibilité. Après, il manque le côté sensible que tu peux essayer de retransmettre au mieux, mais sur lequel tu n'auras jamais la vibration d'une enceinte dans l'estomac en regardant un concert en live sur ton ordinateur chez toi. Et ça, c'est hyper important, où tu n'auras pas l'interaction avec les autres spectateurs autour de toi. Et donc ça, ce sera irremplaçable. Donc ça, il faut qu'on y revienne et le plus vite possible, parce que je pense qu'en plus, c'est des choses qui sont faisables malgré tout. Après, c'est pas nous qui décidons. Mais donc voilà, donc ça ouvre le champ des possibles, et on s'est rendu compte, nous aussi, dans l'adaptation de nos projets au 2.0, que ça ouvrait aussi des façons de faire qui étaient hyper intéressantes et qui ne seraient pas faisables en physique. Je discutais avec Olivier, qui est un des intervenants sur des ateliers d'écriture avec qui on bosse depuis des années, qui me parlait courant septembre, quand on remettait un petit peu les choses à plat, et sur les possibilités que lui, ça lui avait ouvert sur des jeux d'écriture, sur le travail en simultané, des choses qui sont finalement peu réalisables physiquement et que le virtuel t'offre. Donc faut pas non plus dénigrer tout ça, mais encore une fois, voilà, moi je veux pas que ça devienne un prétexte pour ne plus faire de vivant, quoi. Ouais. Et c'est ça un peu qui me fait un petit peu peur aussi notamment dans tout ce qui est enseignement à distance ou autre. Et donc nous on bosse beaucoup en milieu scolaire et on voit que ça, voilà, que ça ouvre des portes sur des schémas qui peuvent devenir la norme. Et il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Donc voilà, donc je prends ça avec précaution et on l'utilise pour essayer de maintenir le lien. Voilà, tu vois, là c'est pareil sur le prochain événement qui aura lieu à la fin du mois. Bah, on sera sur un live en visio, quoi. Donc les artistes se produiront eux sur scène en live. Donc ce ne sera pas du faux live. Ils seront donc accueillis en conditions professionnelles comme on le fait habituellement sur nos scènes ouvertes depuis plus de 10 ans maintenant. Dans une salle de concert ? Dans une salle de concert, okay. Ouais, au Forum de Vauréal. Et tout ça, évidemment, sans public. Donc ce sera retransmis sur les réseaux. Donc voilà, on est aussi dans cette logique de s'adapter par rapport à ça, mais c'est relou, quoi. Ouais. Donc vivement que... On gardera certainement des choses. Je pense qu'il y a, voilà, encore une fois, on gardera le bon et on reviendra à l'essentiel. Ouais. Donc le but, c'est revenir avec des concerts en présentiel, des concerts, des événements, etc. Bah ouais, il faut quand même transpirer ensemble et partager nos fluides. C'est important. On va dire ça. Et est-ce que maintenant, ça fait 15 ans que tu es à l'association La Ruche. Tu vois comment les choses dans un futur proche, moins proche? Comment t'imagines les choses? Et toi, où est-ce que tu te vois aussi? Par rapport au contexte actuel? Contexte actuel ou non? Peut-être que ce sera réglé dans pas longtemps. Peut-être que si. Bah, je sais pas. J'espère. Contexte actuel, j'ai arrêté de me prononcer sur le, sur le sujet parce que c'est épuisant de mettre en place un scénario 1, 2, 3, 4, 5 et que finalement les choses ne se fassent pas, ou alors se fassent, mais le pourcentage de choses qui se font reste très, très maigre, malheureusement. Donc là-dessus, j'ai pas forcément de pronostic, hormis tout ce que je viens de te dire, à se dire que je nous souhaite de vite revenir dans les salles, de vite pouvoir partager physiquement et découvrir et de faire marcher tous nos 5 sens, en tout cas, et de manger un peu moins d'écran. Et après, moi, à titre personnel, tel que je me vois dans, je sais pas, tu m'as dit dans combien de temps? Dans 5 ans, 10 ans? Ah non, je t'ai pas dit de... Mais tu peux nous dire dans 10 ans. Ouais. Non, je ne sais pas. Après, je souhaite à l'asso qu'elle continue à mener à bien ses projets, parce que je trouve qu'il y a une
une vraie belle dynamique. Et ce serait dommage que ça s'arrête. Voilà, donc je lui souhaite de continuer encore longtemps à faire vibrer les cœurs et les âmes à travers ce qu'elle essaye d'essaimer sur notre beau territoire du Val d'Oise. Super. Et tu seras encore là dans 10 ans, à la ruche? Ah, je ne sais pas, ça, tu sais, moi je suis là déjà depuis 15 ans. Place à la jeunesse. Non, je rigole. Je fais mon Léon Zitrone. D'ailleurs, vous avez même pas la ref, je suis sûr. C'est nul. Ouais. Non, mais je ne sais pas. Moi, j'en sais rien. Je m'interdis rien et en même temps, toutes les portes sont ouvertes. Donc, on verra bien d'ici là, mais c'est pas moi l'important. Donc, c'est pas voilà. Ce qui est important, c'est la structure et des gens de qui elle est composée et même ça change. C'est le renouvellement aussi des Ouais. gens qui tiennent la ruche, il est régulier. Et c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui fait que ça tient depuis 15 ans, je pense, parce que du coup, il y a cet éternel renouvellement et ce brassage de générations aussi. Ça, c'est un truc assez précieux que j'ai pas forcément constaté dans beaucoup d'assauts. On arrive maintenant, au bout de plus de 15 ans d'histoire, à avoir des gens qui ont intégré l'assaut et voilà, qui ont 20 ans et d'autres qui l'ont intégré quand on a 40. Enfin voilà, on a une vraie génération d'écart, quoi. Il y a des gens qui peuvent être les enfants d'autres et vice-versa parents, quoi. Donc ça, ouais, et en même temps, il y a une espèce de vibes commune où il n'y a pas du tout justement cet aspect générationnel qu'on te ferait ressentir, tu vois. Il n'y a pas les anciens et les petits jeunes, enfin tu vois, on n'est pas du tout dans cette logique-là et j'ai l'impression que la barrière d'âge, elle tombe à partir du moment où tu rentres dans les seins, quoi. Donc c'est assez, ouais, c'est assez cool ça. Et du coup, tu parles des différentes générations qui sont présentes dans l'association. Mais comment tu fais pour que justement toutes ces générations soient convaincues à la fois par l'asso et qu'elles se disent bah j'aime et j'ai envie de participer à tout ça. Eh ben moi je fais rien en fait. Ouais. C'est ça qui est super. C'est que en fait, les gens arrivent dans cet assaut à travers l'action. Donc très souvent, les gens ont vu ou ont participé à des actions de la ruche et naturellement ont exprimé l'envie d'aller plus loin et de s'investir, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc c'est vrai que c'était... Et c'est aussi le switch qu'on a vu entre les débuts de l'assaut, justement, où c'était plutôt des connaissances de connaissances. Donc voilà, comme ça se fait très, très, très souvent, quoi. C'est-à-dire que nous, voilà, encore une fois, l'assaut, on l'a créé à 4-5, on était avant tout des amis, et puis après, les amis des amis, et après, on a vraiment passé le cap. Alors, je sais pas ce qui a fait que, je pense que c'est peut-être la diversité des projets, du coup, tu rayonnes plus largement en termes géographiquement, tu vois, donc même s'il y a un ancrage particulier sur l'agglo de Cergy-Pontoise, parce qu'on est quand même tous d'ici, mais voilà. Puis après, il y en a qui sont partis faire leur vie ailleurs, qui sont revenus, donc ont été justement s'équiper, entre guillemets, ailleurs et emmagasiner de la connaissance et de la compétence ailleurs, qui viennent nous la repartager ici. Donc ça, c'est, voilà, on est toujours dans ce principe d'émulation, d'échange et de monter en compétence, même si j'aime pas le terme, mais c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire que tu as des gens aujourd'hui qui gèrent très bien certains domaines ou certaines façons de faire voilà, et qui les partagent, mais ça, je pense que c'est inhérent à notre projet associatif, c'est aussi, ça fait partie des valeurs qu'on défend, quoi. Le fait d'être sur un principe d'horizontalité, d'être sur ce principe d'échange, sous ces valeurs d'éducation populaire, même, voilà, on va pas partir dans les mots, mais c'est hyper important, quoi. Comment arriver à se construire une pensée personnelle, faire appel à ton libre arbitre, le développer, c'est en échangeant, encore une fois, et plus on est, mieux c'est, et plus on est différent, mieux c'est, quoi. Et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est ce qu'on... Ça a l'air d'y ressembler, quoi. Ok. Donc peut-être qu'avec ton discours qui est très positif, qui donne envie de découvrir cette association, il y a peut-être des gens qui la connaissent pas. Comment on fait déjà pour devenir bénévole à l'association, ou en tout cas venir voir ce que c'est? Comment on fait pour se tenir au courant, pour participer à vos événements? Alors, déjà, la première fenêtre, je fais un peu de promo là parce que c'est cool, on a un nouveau site internet depuis septembre et on n'en est pas peu fiers parce voilà, il y a eu un gros boulot qui a été fait là-dessus. Donc,
Donc un site internet www.assolaruche.fr qui donne déjà pas mal à voir pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout. Ça permet vraiment de voir un peu qui on est et ce qu'on fait. Et puis après, c'est des rencontres. Enfin là, quand on parle vraiment de l'investissement bénévole, on est sur des rencontres humaines, quoi. Donc malheureusement, c'est aussi un peu les difficultés qu'on a en ce moment, parce que quand on parle des difficultés de la culture en ce moment, et voilà, tous les artistes et les métiers liés à la culture, parce qu'il y a aussi tout le volet technique, sécurité, enfin tous les aspects communication, catering et compagnie, quoi, et qui sont évidemment touchés de plein fouet, mais il y a aussi dans ce contexte-là notre vie bénévole dont je te parlais, tu vois, sur lequel je suis hyper positif, mais la touche de négatif du moment, c'est qu'on est malheureusement contraint à ne plus pouvoir mener de projets de diffusion, donc d'événements. Et en fait, les événements, c'est ce qui fédère beaucoup les bénévoles chez nous. Ouais. Donc, il y a une espèce de privation de liberté, entre guillemets, de double peine, parce qu'on ne peut plus réunir les gens, parce que si on se réunit et qu'on est 25, c'est cluster direct. Enfin, on peut plus mener d'événements, donc du coup, c'est un peu la double peine. Donc il y a aussi un impact sur notre vie associative à nous, quoi. Donc là, j'espère vraiment qu'on va pouvoir avancer sereinement dans les 2-3 mois à venir, parce que là, on a fait le tour du cadran, et voilà, ça fait une année pleine avec un petit bol d'air justement sur la période juin jusqu'à septembre, où on a pu faire cette fête de la musique ensemble, où on a pu mener énormément d'ateliers sur les quartiers différents, sur l'agglo de Cergy-Pontoise durant tout l'été. Mais voilà, depuis la rentrée, on est à nouveau sur une configuration où voilà, quelques bénévoles sont encore impliqués sur le projet de scène ouverte notamment, voilà, puisque c'est un des rares projets qu'on va pouvoir mener, même si c'est en visio. Donc physiquement, il va falloir gérer ces choses-là aussi, à savoir l'accueil des artistes, la partie technique. Donc là, il y a une partie des bénévoles qui est associée à ça, évidemment, et sans qui ça ne pourra pas se faire. Donc c'est nos petites fenêtres de liberté, entre guillemets, mais c'est hyper chiant pour nous, quoi. Tout ça pour dire que du coup, sinon, les connexions se font beaucoup par les événements, et vu qu'il n'y a plus d'événements, c'est plus compliqué. Mais rien n'empêche d'envoyer un petit message. Que ça soit sur les réseaux, que ça soit par mail. Tous les contacts sont sur notre site internet. Voilà. On a mis le site dans le chat, donc ouais, voilà. les gens J'allais dire de passer nous voir au bureau, boire un café, mais encore une fois, c'est un peu compliqué en ce moment. C'est un peu complexe en ce moment. Donc privilégier peut-être une relation épistolaire dans un premier temps. Super, merci. Et on va passer à la prochaine rubrique, donc qui correspond à ton coup de cœur. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. Donc, ton coup de cœur, c'est ce livre que tu as ramené. Est-ce que tu peux juste le montrer un petit peu ? Est-ce qu'on va le voir correctement ? L'Obsession Rap. Très bon bouquin. De qui ? C'était mon cadeau. C'est l'ABCDR du son qui a fait ça. L'ABCDR du son, c'est un site internet qui est actif depuis 20 ans. Et du coup, voilà, c'était mon cadeau de Noël de l'année dernière. Mais mais très très lourd, parce que c'est truffé d'anecdotes. Et ça brasse un petit peu les différentes générations de 20 ans de rap français. Et voilà, moi c'est quelque chose qui me parle forcément, parce que cette culture-là, voilà, elle m'intéresse depuis que je suis adolescent. Donc, toi, à la base, t'es un fan de rap, culture hip-hop je m'y intéresse beaucoup, ouais. Donc, voilà. Mais je suis ouvert sur plein d'autres choses, hein. Ouais. Voilà, moi, tu m'aurais connu ado, j'ai écouté du punk, du rock alternatif français et du rap, quoi. Et maintenant du Jul. Et maintenant du Jul. Non, ça, je ne suis pas tombé dedans encore, même si beaucoup de gens m'y poussent. Je ne citerai pas les noms. Mais non, ouais, voilà. Donc et puis après, c'était, tu vois, quand on a préparé l'émission, tu me demandais un peu le coup de cœur. Et donc, du coup, je voulais pas forcément partir sur un scud, justement, parce qu'on parle déjà beaucoup de musique. Et puis, c'est toujours hyper compliqué de faire un choix. Qu'est-ce que je vais choisir ? Un gros classique, la dernière nouveauté de chez Nouveauté, pour te dire que t'inquiète, je suis toujours à l'affût.
je vais vous faire découvrir un truc que personne ne connaît. Non, enfin, tu vois, je voulais pas être là-dedans. Et en fait, l'objet livre, parce qu'il fait référence aussi encore une fois, au contexte actuel. Et ça me fait quand même plaisir que dans tout ce bouillon de culture, il y ait quand même un regain de passion, en tout cas, qui se traduit par des achats qui ont été boostés pendant le confinement sur les ventes de livres, et donc qui a permis aussi aux bouquinistes et aux libraires de survivre. Donc c'est une belle chose. Et puis après aussi parce que notamment sur ces mouvements culturels, je collectionne pas mal les bouquins qui enrichissent ma bibliographie sur tous ces aspects-là. Donc voilà, donc ça a commencé avec l'Offensive Rap de Olivier Cachin, que j'avais dû acheter en 96, jusqu'au fanzine de l'époque avec Get Busy ou autre, machin, jusqu'à ce bouquin de l'année dernière, ou même le dernier qui est sur Manuquet, là, qui vient de sortir. Voilà, donc, mais tout ça, ouais, c'est des choses qui m'intéressent, et j'aime bien le travail documenté, et je trouve que celui-là est hyper bien fait. Et encore une fois, il est sur un média qui est sur le net, quoi, l'ABCDR du son, et qui Tu du peux nous coup dire est rapidement ce que c'est, hyper l'ABCDR du complet, son? quoi. C'est un site qui répertorie, sur lequel il y a plein d'articles Ok. liés à la culture rap, en fait, tout simplement, quoi. Ouais. Qui va recenser plein d'articles divers et variés sur cette culture-là. Enfin, voilà, j'en dirai pas plus parce qu'en fait, c'est hyper varié. Il va y avoir des focus sur des artistes, sur des mouvements, sur des mouvances particulières, sur des époques, et tout ça est fait encore une fois avec passion. Et ce qu'il faut savoir aussi, la particularité, c'est peut-être aussi un peu l'origine de mon choix, c'est que du coup, l'ABCDR du son, c'est une équipe de journalistes 100% bénévoles. D'accord. Donc il y a un peu aussi, on retrouve un peu de la ruche là-dedans, Ok. où du coup il y a voilà, cette indépendance entre guillemets, parce qu'elle est composée de journalistes passionnés, bénévoles, et qui a encore ce principe d'horizontalité, puisque du coup un des membres fondateurs disait justement que chez eux il n'y avait pas de rédacteur en chef, puisque en fait on n'impose rien à personne, et chaque journaliste est libre d'aborder les sujets dont il a envie, même s'ils sont discutés, mais il n'y a pas de rédacteur en chef. Et voilà, donc je trouvais le truc assez cool. Donc voilà, donc très beau bouquin, donc n'hésitez pas, enfin pour ceux qui sont un peu férus de culture hip-hop et de rap français, là pour le coup, ouais, c'est un bon pavé, hein, quand même, voilà, mais très cool. 39 € aux éditions Marabout. Voilà, j'aurais fait ma petite chronique. Donc Tu j'espère tu touches de l'argent à chaque vente ou... Non, même pas. Et est-ce que voir un petit peu comme ça des anecdotes dans ce bouquin, mais aussi voir comment l'ABCDR du son, sa politique de travail, est-ce que toi ça t'inspire dans ta vie professionnelle? Est-ce que tu dis ah oui, moi aussi j'aimerais faire de cette façon, ou non, moi j'ai pas envie de faire de cette façon, je préfère ceci ou cela? Ouais, de toute façon, on se nourrit toujours du quotidien, donc clairement, après, voilà, encore une fois, c'est des choses qu'on discute aussi, nous, beaucoup en interne à la ruche, quoi, sur le mode de gouvernance, entre guillemets, encore une fois, sans sortir des gros mots, mais c'est important aussi de savoir si tu défends des valeurs et des principes, c'est important de se les appliquer à soi-même, y compris dans ton mode d'organisation. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que avec l'avancée de cet assaut qui s'est professionnalisé aussi au fur et à mesure du temps, aujourd'hui, voilà, ça fait 10 ans qu'elle embauche des salariés, et du coup c'est une association employeuse, quoi, et donc du coup elle a aussi elle a des droits, elle a des devoirs vis-à-vis des gens qu'elle embauche, et du coup voilà, on va pas se mettre à faire un chapitre ressources humaines, mais du coup c'est voilà, la façon de gérer les ressources humaines à la ruche, elle a aussi sa singularité qui s'inspire de son modèle global. Ouais. Et qui fait un peu référence à ce que j'énonçais pour l'ABCDR du son, tu vois, mais voilà, donc ça c'est des choses aussi qui sont débattues de façon tout à fait horizontale et transversale dans l'échange d'idées, et puis dans l'échange avec d'autres structures, parce que du coup aujourd'hui, par exemple, on a aussi intégré un collectif associatif à Cergy, avec lesquels on est sur des projets futurs d'équipements qui devraient en théorie arriver
d'ici une année. Et c'est aussi l'occasion d'échanger sur nos pratiques entre assos. Ouais. Mais c'est aussi valable, c'est des discussions que tu peux avoir avec, je sais pas, avec un boucher ou un mécano, parce que on a aussi des chefs d'entreprise dans la ruche qui ont ce souci du bien-être au travail et d'y donner, de donner du cœur à l'ouvrage et de le renvoyer, quoi, que ça soit un échange. Donc voilà, on peut citer JCD Motoculture, petite dédicace à Yannick Ta Denis, petite dédicace. le taulier, mais je pense qu'il a pour le coup une politique RH qui est très vertueuse. Ok, super. Peut-être que Pierre, qui est à la technique, je le rappelle, a une question. Pierre, est-ce que tu as une question ? Tu m'as pris au dépourvu, je dois le dire. Alors, j'essaye de faire tout en même temps. Il tousse du coup. Je tousse du coup. Ben non, moi je vais partager en direct un peu mon ressenti parce que je reçois plein de messages, donc vraiment ça me fait très 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 chaud au cœur ce qu'on est en train de vivre, donc on va pas terminer maintenant puisque c'est pas la phrase de conclusion, peut-être que tu me redonneras la parole tout à l'heure, mais moi j'ai pas de questions et juste, je vous remercie parce que vraiment c'est un moment super cool et qu'on est en train de partager tous ensemble aussi avec les gens qui sont derrière leur ordinateur, donc tu en parlais tout à l'heure de l'écran et de cette barrière, mais en même temps Yol disait que ça permet peut-être aussi certaines fois de se renouveler, c'est ce qu'on essaye de faire je pense tous ensemble. Pour ceux qui ne le savent pas, donc qui m'entendent mais qui ne me voient pas, donc moi je suis Pierre, je fais aussi partie de l'asso, Yol fait partie de l'asso, peut-être que la seule chose, c'est pas une question, mais si tu pouvais parler un tout petit peu, vraiment en 2-3 minutes, des ateliers et peut-être de ceux qui... je sais pas s'il y a un atelier en particulier, mais si tu avais envie de parler un peu plus des actions peut-être pédagogiques, ça a été dit, je pense, mais juste dans l'asso, on se dit souvent, pour parler de l'association de façon générale, que c'est quelque chose qui n'est pas très mis en avant, en tout cas, la lumière n'est pas portée dessus, en tout cas... peut-être de façon externe, ou que par le personnel, comment on pourrait dire, professoral, le corps professoral qui connaît l'action, mais en tout cas à grande échelle. Donc voilà, c'était juste... cette question n'a pas de fin, donc il faut que vous preniez la parole. C'était vraiment très long. Merci Pierre pour ton Il est donc intervention. 22h. Heureusement que tu restes à la technique. Voilà, tu me fais marrer, du coup j'en perds le fil pédagogique. Du coup non, reparler des ateliers et tu me demandais si j'avais un atelier en particulier auquel il y en a plein, mais en fait pour moi ce qui là où on arrive vraiment à être dans le 100% gagnant entre guillemets, c'est quand on arrive à être sur des finalités on attache beaucoup d'importance à la restitution sur les modèles d'ateliers qu'on met en place dans l'association, que ce soit sur des ateliers d'écriture ou des ateliers autour des arts plastiques ou des ateliers autour de l'expression corporelle, de la rhétorique. Après, encore une fois, on est sur des aspects hyper variés. Mais la restitution est un moment important parce que du coup, ça donne une projection et une finalité. En aucun cas, elle ne sera obligatoire pour les participants parce que ça fait aussi partie de nos principes du fait d'être volontaire et de laisser le choix à la personne avant tout. Mais de créer la rencontre avec les artistes, entre guillemets, donc que ce soit les artistes qui les ont accompagnés dans leur cursus en atelier ou les artistes avec qui vont pouvoir partager un moment sur scène à l'occasion d'une restitution, par exemple. Et ça, c'est toujours hyper plaisant quand tu arrives à mêler les deux. Donc, quand tu as l'opportunité, en termes de... Encore une fois, c'est des histoires de calendrier, très souvent, et d'opportunités, du coup. Mais quand tu as l'opportunité d'avoir une programmation dans une salle de concert ou une expo dans une salle d'exposition, et qu'en même temps, il y a un atelier en parallèle, et que, bam, ça tombe pile poil à la fin du cursus. Donc, du coup, ça peut être un temps fort de valorisation que tu mets du coup les gamins, parce que je parle des gamins parce que c'est très souvent des gamins avec qui on bosse, mais en position d'être valorisé, tu vois. C'est tout con, mais encore une fois, je pense à quelque chose qui date un petit peu, mais pour moi la symbolique était importante. C'était parmi les premiers ateliers d'écriture qu'on a menés à l'époque aussi avec Aux Armes. On a ramené des gamins, il me semble que c'était des gamins de SECPA, qui étaient sur un cursus en collège, avec des lacunes scolaires, voilà. Donc
pas forcément évident, et du coup notamment de travailler l'écriture, et de travailler l'oralité, l'écriture, et d'avoir cette vocation à les emmener à travers un atelier slam sur un endroit comme l'université de Cergy-Pontoise, avec qui on avait en l'occurrence mené un autre projet. Et en fait, les gamins sont venus partager un moment du festival qui était créé à l'époque dans cette université. Et donc, du coup, symboliquement, je trouvais que pour des gamins avec une scolarité un peu cabossée, des chemins de vie particuliers, bah, du coup, leur permettre de travailler leur prestance et d'arriver à déclamer devant un auditoire au sein de l'université, qui est un lieu de savoir hyper important dans lequel je suis pas sûr qu'ils se projetaient. Ouais. Bah, je trouve que c'est, voilà, symboliquement, c'est chargé positivement, et du coup, c'est hyper, voilà, pour moi, c'est hyper valorisant pour eux. Et en même temps, quand on a vu le retour des étudiants, quand ils ont déclamé, bah, ils sont ressortis de là, voilà, forcément, c'était moment fort, mais comme ça peut être le cas sur un moment. Je repense aussi à une visite qui avait été effectuée avec des gamins sur un concert de Medine qu'on avait organisé justement sur World of World, où rien n'avait... Ce qui simplement avait été calé, c'était une rencontre avec Medine et son équipe l'après-midi, Ouais. qui permettait d'avoir une rencontre avec l'artiste et puis d'échanger un petit peu, et voilà, ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas de restitution réellement prévue. Et finalement, c'est Medine qui leur a dit à la fin du concert de monter sur scène, et du coup, qui s'est mis à rapper avec eux. Voilà, donc c'était complètement improvisé, mais j'ai trouvé le moment Hyper fort. ouais, hyper fort. Ouais. Et voilà, après, je pense que ça tient aussi à sa personnalité à lui, à Medine, pour le coup, et d'être voilà, quelqu'un qui est aussi hyper soucieux, hyper bienveillant, et d'autant plus avec des ados. Donc il a vraiment joué le jeu, on lui avait rien demandé, et voilà, je revois aussi les gamins sortir de scène, je pense qu'ils s'en souviennent encore aujourd'hui, quoi. Donc voilà, ça fait partie des moments, voilà, ou sur les moments pareils, sur voilà, notamment avec des détenus aussi, où on a eu la chance, parce que l'administration pénitentiaire nous a fait confiance, de pouvoir restituer à plusieurs reprises sur des moments à l'extérieur. Donc ça s'est fait au Théâtre 95, ça s'est fait sous un chapiteau, avec, encore une fois, dans le cadre du festival qu'on menait à l'époque, où des détenus ont pu venir restituer. Donc déjà, le fait de sortir de cellule, voilà, c'est déjà une bonne chose. De passer la journée entière, de voir comment se passe l'organisation de tout ça, de rencontrer du monde, d'être considérés comme des artistes et non pas comme des détenus. Et du coup, de renvoyer ça. Puis après, il y avait aussi la possibilité pour eux d'avoir leur famille qui était présente. Donc du coup, voilà, forcément, il y a une certaine forme de fierté, et pour en avoir reparlé, pour en avoir recroisé certains encore incarcérés ou à l'extérieur, voilà, c'est des moments encore voilà, qu'on marqué, qui étaient assez chargés en émotions. Et encore une fois, quand tu as la possibilité d'avoir un échange avec des artistes, de renommée ou pas, en tout cas, ou ne serait-ce qu'avec des gens de l'organisation, que ce soit avec des bénévoles de la ruche, avec les artistes, tête d'affiche ou pas, bah c'est tous ces moments-là qui sont hyper précieux. Donc voilà, puis les ateliers, c'est la moelle épinière de l'assaut, quoi. Donc, et on retrouve aujourd'hui des gamins qu'on a eu en atelier qui s'investissent dans l'assaut. Donc ça aussi, quoi, tu prends une claque et tu te dis, ah ouais. Et quand tu arrives aussi à... Je suis intarissable, faut que je ferme ma gueule à un moment, mais... Non, mais quand tu arrives aussi à avoir des gamins que tu as croisés dans le cadre de projets que tu finis par embaucher en tant qu'intervenant artistique, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Bon, bah, c'est cool, quoi. Tu vois, parce que ça fait partie de l'accompagnement aussi, entre guillemets, d'avoir peut-être suscité des vocations à un moment ou pas. Ils n'avaient pas forcément besoin de nous pour ça, mais peut-être qu'à un moment, on a été la petite étincelle qui a fait que. Donc, si c'est le cas, tant mieux. Et en tout cas, ce qui est important, c'est qu'eux, ils aillent au bout de leurs rêves et au bout de leur projet personnel. Et donc, du coup, quand ils s'en donnent les moyens, en intégrant des cursus par la suite d'enseignement qui correspondent à ce dont ils ont envie, et que quelques années ont passé, qu'ils ont acquis en compétences, et que du coup il se trouve qu'on a besoin de ce type de compétences nous aussi dans le cadre de nos projets, bah,
là tu te dis bah évidemment que c'est avec toi qu'on va bosser quoi, Ouais. tu vois. Donc voilà, donc tout ça c'est assez ouais, c'est assez plaisant quand ça se déroule comme ça. Après c'est pas toujours simple et tu peux aussi te retrouver dans des ateliers avec un groupe qui n'est pas forcément motivé, Ouais. parce que du coup, on intervient dans le cadre d'un projet de classe, le projet a été... enfin, ils n'en ont pas le choix en tout cas. Après, je dis ça, mais ça arrive quand même quasiment jamais, et pour ça, je fais vachement confiance, et j'ai un grand respect pour tous les intervenants avec qui on travaille, parce qu'ils ont cette capacité à dépasser... Enfin, je pense qu'ils ont tout à fait intégré ce que défendait Laruche à travers ses ateliers, et que s'ils sont en capacité de transmettre une pratique artistique, ils sont avant tout conscients de pourquoi ils le font. Ouais. Et que finalement, on n'en a rien à foutre de faire des futurs chanteurs ou des poètes ou des danseurs, mais qu'en fait, c'est ce qu'on arrive à faire passer comme idée derrière, et et encore une fois, d'être un support. Et ça, je pense les intervenants avec lesquels on travaille, j'ai beaucoup de respect là-dessus, parce que du coup, ils ont su mettre leur ego de côté quelque part. Et je sais que chez les artistes, c'est particulier. Voilà, qu'il y a quand même une grosse partie d'ego, mine de rien. Et que là, pour le coup, dans le cadre de ces missions-là, et ben justement, ils sont en capacité de faire le distinguo, et qu'ils ont bien compris quelle était la démarche de Laruche et ce qu'on cherchait à faire à travers la mise en place de ces ateliers. Et donc, c'est pas forcément évident avec des gamins qui sont pas hyper motivés, mais ils y arrivent, parce que je pense qu'ils transpirent quelque chose de positif, et du coup auquel tu as envie d'adhérer, quoi. Donc mais ça c'est un vrai job, quoi. Enfin, moi je serais incapable de le faire, quoi. C'est hyper voilà, déjà s'adresser à un groupe, savoir le motiver, et puis voilà, l'emmener avec une finalité de projet qui aura été décidée collectivement, quoi. Ok, super. Bah, en tout cas, merci d'avoir été là. C'était Moi, je vous en prie, j'ai essuyé les plâtres de la première. très honnêtement, comment tu parles de l'association du début à la fin, t'as ce truc qui est passionnant, parce que je pense qu'avant tout, t'es passionné. Et tu parlais d'intervenants qui arrivent très bien à transmettre quelque chose. Je crois que toi aussi, tu transmets très bien les choses et tu arrives à transmettre ta passion. Donc, merci pour ce que tu fais pour Merci Yael, pour ce message d'amour. pour le 95. Merci pour la création avec tes amis de cette association. Avant que je donne la parole à Pierre, s'il a une petite question, j'aimerais savoir, dans cette émission, qui est-ce que tu aimerais voir à ta place pour les prochaines fois? Je le prends de court. Ouais, tu me prends de court. Et ce serait peut-être intéressant d'avoir un adolescent qui a suivi des ateliers de l'association Laruche. Non, je rigole. Mais non, ce serait pas inintéressant, ceci dit. Mais ça ferait trop de liens avec Laruche, et je pense qu'il y a plein de sujets et d'environnements à aborder. Mais en tout cas, non, si c'est hors contexte Laruche, mais peut-être avoir une vraie jeune génération. Donc là, j'ai pas un nom à te sortir en particulier, mais tu vois, quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui et qui est confronté, encore une fois, aux problématiques actuelles, qui, je pense, sont encore plus violentes pour quelqu'un de 20 piges qui est encore en pleine construction, quoi. Ouais. Et voilà, je trouverais ça sans sortir le divan et se mettre en thérapie, tu vois ce que je veux dire, mais avoir un espèce de focus sur la situation du moment et comment elle est vécue par une génération. Ouais, ça me semblerait intéressant à écouter. Eh ben, merci beaucoup. Pierre, tu as peut-être une dernière chose à nous dire, mais cette fois, tu ne prends pas 15 minutes pour la dire. Merci Pierre. Merci par avance. Je sors ma voix la plus suave possible. Je voulais, non, vraiment, c'était un petit remerciement, voire un grand remerciement vraiment à toutes les personnes qui étaient présentes. On revient, je pense que tu vas le dire, mais dans 15 jours, je te laisserai annoncer le prochain invité qui sera à la place de Hugues. Donc on n'aura pas tout de suite un petit jeune de 20 ans, mais on aura un autre invité à ta place. Moi, je voulais te remercier, Hugues, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, tu as essuyé les plâtres. Ça veut dire que tu as aussi épongé notre stress, plus le tien. Voilà, donc pour moi c'était vraiment un moment hyper intéressant, hyper fort, enfin bref, il y a plein d'émotions en même temps, donc je vais pas toutes les dire parce que je vais pas oublier qu'on est sur internet et que internet a de la mémoire, parce que Yol m'a trouvé certaines photos d'un passif plutôt lointain, donc je sais qu'internet a de la mémoire. C'est déjà trop long, mais en tout cas voilà, tout ça pour dire merci.
Ah, c'était beau. Ouais, on adore. On est comme ça. C'est du direct, c'est du live. Merci, Yol, je mets Pierre. la caméra sur toi, c'est parti maintenant. Eh ben merci. Alors, donc nous avons reçu Hugues en premier invité. Notre second invité, qui sera là pour donc, la deuxième émission qui aura lieu le 31 janvier, le dimanche 31 janvier à 18h sur Twitch. Ce sera un Grillsmaker. Si vous ne savez pas ce que c'est, on se donne rendez-vous dimanche 31 janvier. Ciao la famille!